A digital platform, a digital platform, a digital platform, a digital platform, a digital platform. Like-minded people, I like such kind of people. Here to network, these are my kind of people. I wanna grow, I wanna know, be it in the highs or low. Make me better than I was 2 days ago. Once I'm transformed, then I'll transform. All the leaders that I'm leading, I will transform. Make them better, make them good, make them icons. In the world out there, may they shine strong. That's my prayer, that's my hope, that's my plea too. Everybody listening to this fine tune. Lead the change, be the change in society. We can change, make the change a reality. People's lives are blurred, they need clarity. We're not playing, we're not dreaming, it's reality. Make the impact, you live a legacy. This is no football, no fantasy. Bow down, we're breaking bounds. We're soaring high, beyond the skies. Bow down, we're breaking bounds. We're soaring high, beyond the skies. They told me be resilient, the message sounded heaven sent. I never asked why, cause the message sounded relevant. In this time and age it was evident. With a lot going on, we moved on. Hope to get a remedy to that pain. Reach greater heights, that's our aim. Together we unstoppable, breaking bounds, anything is possible. Tell your story to the people, tell the people to know that this story is a story everybody should know. Never limit dreams, never narrow goals. We're talking wins, yes we're talking scores. Conceding none, we know no defeats. We never split, yeah we never quit. Eagle-like vision, we never squint. Focus on the mission, we can never miss. Bow down, we're breaking bounds. We're soaring high, beyond the skies. Bow down, we're breaking bounds. We're soaring high, beyond the skies. Beyond the skies. Beyond the skies. Beyond the skies, you and I were breaking bounds, breaking bounds. Beyond the skies, you and I were breaking bounds on Baobab. A digital platform, a digital platform, a digital platform, a digital platform, a digital platform. Like-minded people, I like such kind of people. Here to network, these are my kind of people. I wanna grow, I wanna know, be it in the highs or low. Make me better than I was 2 days ago. Once I'm transformed, then I'll transform. All the leaders that I'm leading, I will transform. Make them better, make them good, make them icons. In the world out there, may they shine strong. That's my prayer, that's my hope, that's my plea too. Everybody listening to this fine tune. Lead the change, be the change in society. We can change, make the change a reality. People's lives are blurred, they need clarity. We're not playing, we're not dreaming, it's reality. Make the impact, you live a legacy. This is no football, no fantasy. Bow down, we're breaking bounds. We're soaring high, beyond the skies. Bow down, we're breaking bounds. We're soaring high, beyond the skies. They told me be resilient, the message sounded heaven sent. I never asked why, cause the message sounded relevant. In this time and age it was evident. With a lot going on, we moved on. Hope to get a remedy to that pain. Reach greater heights, that's our aim. Together we unstoppable, breaking bounds, anything is possible. Tell your story to the people, tell the people to know that this story is a story everybody should know. Never limit dreams, never narrow goals. We're talking wins, yes we're talking scores. Conceding none, we know no defeats. We never split, yeah we never quit. Eagle-like vision, we never squint.
Focus on the mission we can never miss. Bow down, we're breaking bounds. We're soaring high beyond the skies. Bow down, we're breaking bounds. We're soaring high beyond the skies. Beyond the skies. Beyond the skies. Beyond the skies, you and I were breaking bounds, breaking bounds. Beyond the skies, you and I were breaking bounds on Baobab. A digital platform, a digital platform, a digital platform, a digital platform, a digital platform. Like-minded people, I like such kind of people. Here to network, these are my kind of people. I wanna grow, I wanna know, be it in the highs or low. Make me better than I was 2 days ago. Once I'm transformed, then I'll transform. All the leaders that I'm leading, I will transform. Make them better, make them good, make them icons. In the world out there, may they shine strong. That's my prayer, that's my hope, that's my plea too. Everybody listening to this fine tune. Lead the change, be the change in society. We can change, make the change a reality. People's lives are blurred, they need clarity. We're not playing, we're not dreaming, it's reality. Make the impact, you'll leave a legacy. Nous recevons ce soir sur notre plateau 3 panélistes que nous allons certainement apprécier. Ils sont entre autres Madame Deborah Kayem, écossaise originaire de Kinshasa, en RD Congo. Deborah Kayem est une avocate spécialisée dans les droits humains et une militante politique. En 2019, elle devient la première africaine à voir son portrait érigé sur le mur de la Royal Society of Edinburgh. En hommage à ses réalisations et à ses contributions, en février 2021, elle est élue rectrice de la prestigieuse Université of Edinburgh en Écosse, une des 10 meilleures universités d'Europe. Deborah Kayem est la première personne noire et seulement la 3e femme à occuper ce poste de recteur à l'Université of Edinburgh depuis sa création du poste en 1858. Donc ça, Madame la rectrice. Bonsoir, bonsoir. Merci de m'avoir parmi vous. Voilà, merci bien d'avoir pris rendez-vous ce soir. Madame la rectrice, je vous invite à nous parler d'un mot d'introduction. Merci beaucoup. Je crois que je suis vraiment redevable à Credo, Canada, qui m'a invité d'être avec vous cet après-midi, ce dimanche après-midi. Généralement, je me repose, mais je me suis dit, quand il s'agit de la jeunesse africaine, je ne peux pas dire non. Donc, je suis là. J'espère répondre à vos questions parce que la question est très cruciale. Comment est-ce que vous pouvez sortir de la licence au master dans un système où la licence n'existe vraiment pas? Donc, je serai là pour répondre à vos questions. J'espère que nous allons bien nous comprendre. Merci. Merci beaucoup, Madame la rectrice. À cela s'ajoute Monsieur Jean Ado, originaire de Cotonou au Bénin, résident actuellement au Sénégal. Jean Ado est le responsable du développement des étudiants African Institute for Mathematical Science au Sénégal. Gestionnaire des projets, spécialiste en développement communautaire et des jeunes, notamment sur des questions de l'autonomisation du genre, du leadership, de l'employabilité, à l'approche du sport pour le développement. Jean Ado compte 15 ans d'expérience professionnelle acquise
dans le secteur de la gestion des projets et possède une base solide dans les systèmes de suivi et évaluation, la mobilisation communautaire des jeunes, la conduite de missions d'enquête et d'études, et dans la mise en œuvre de projets. Jean Ado a suivi comme consultant de Merci COP en République centrafricaine pour l'élaboration et la formation des jeunes anciens soldats de LRA, Lord Resident Anglais, sur la résilience, le giving back et le leadership. Le parcours m'intéresse beaucoup. Bonsoir, monsieur Jean Ado. Oui, bonsoir. Comment ça va, Moudachirou? Ça va très bien chez vous. Grâce à Dieu, c'est un plaisir. Merci d'avoir pris rendez-vous ce soir. Monsieur Jean Ado, je vous invite à nous dire un mot d'introduction. Merci beaucoup à tous les panélistes, à tous ceux qui sont présents et qui nous écoutent. C'est un plaisir d'échanger, comme l'a dit ma collègue Déborah. Quand la jeunesse est sur la table, il n'y a pas de répit, il n'y a pas de repos. Aujourd'hui, nous allons parler de la formation, de tous les paramètres qui induisent une bonne formation de la jeunesse, surtout quand il s'agit du système LMD, et particulièrement pour les étudiants francophones qui quittent leur pays et vont dans d'autres pays. Nous allons essayer de donner des éléments de réponse qui pourront aider, n'est-ce pas, les prochains étudiants qui ont déjà en tête de quitter leur pays pour aller faire leurs études ailleurs, comment s'y prendre, comment se préparer, comment s'outiller pour être à la hauteur des rêves et des attentes des uns et des autres. Voilà, merci beaucoup, monsieur Jean Ado. À cela s'ajoute mademoiselle Janvier Awayo, originaire du Rwanda. Marie Janvier est titulaire du baccalauréat en biologie de l'Université nationale du Rwanda. Elle est également une boursière de la Mastercard Foundation et diplômée de l'Université McGill avec une maîtrise en génie des ressources, gestion intégrée des ressources en eau. Fascinée par le monde naturel, elle envisage sa carrière dans l'utilisation durable et équitable des ressources naturelles. Elle est passionnée par l'amélioration du bien-être de la communauté en s'attaquant aux problèmes du changement climatique, de la perte de biodiversité, assainissement de l'eau et de l'agroalimentaire grâce à des innovations technologiques et sociales. Désireuse d'acquérir une expérience dans le monde réel, elle est actuellement stagiaire dans une organisation où elle travaille comme assistante au projet d'analyse paysagère du carbone et de la modélisation d'eau pour éclairer les solutions fondées sur la nature au Canada. Intéressant. Bonsoir, madame Janvier, comment vous allez? Bonsoir, Moudachirou, ça va et bonsoir à tout le monde. Voilà, super. Merci d'avoir pris rendez-vous, madame Janvier. Merci de m'avoir parlé. Merci. Vous êtes invité à nous dire un mot d'introduction ce soir. Oui, merci beaucoup, Moudachirou, pour votre agréable introduction. Je suis très ravie de partager avec mes collègues, avec les autres étudiants, avec les boursiers Mastercard, mon expérience comme étudiant francophone qui a fréquenté l'institution anglophone. Donc, c'est un plaisir pour moi d'avoir cette opportunité de partager mon expérience. Et je remercie beaucoup l'équipe Baobab de me donner cette opportunité donc de partager avec les autres étudiants qui transitionnent. Je vais partager mon expérience personnelle comme francophone. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame Janvier. Chers panélistes, je vous ai dit tout à l'heure que nous recevons ce soir sur notre plateau, bien sûr, 3 panélistes que vous allez certainement apprécier. Je pense quand même bien que après les présentations, non seulement apprécier, nous pouvons adorer le parcours de tout un chacun
de nos panélistes. Vraiment, merci à vous d'avoir pris rendez-vous avec nous ce soir. Sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet qui nous réunit ce soir. Et après la lecture du thème, transitionner de la licence au master, la toute première préoccupation qui me vient à l'esprit s'adresse directement à Madame la rectrice. Cette préoccupation est celle-ci. Madame la rectrice, vous allez nous parler des défis auxquels font face les étudiants francophones qui cherchent à poursuivre les études de master dans une université anglophone et de la façon dont les surmonter. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la question. Je crois que dès le départ, il faut dire que ce n'est pas le même système d'éducation d'un pays francophone avec un pays anglophone. Ça, c'est la première chose qu'il faut le dire. Et la seconde, c'est la différenciation des langues. La langue que vous parlez, la manière de réfléchir en français n'est pas toujours la langue, n'est pas toujours la manière de réfléchir en anglais. Dans le cas de l'Université d'Édimbourg, chaque année, il y a ce qu'on appelle une mise à jour de la méthode de recherche. Et pour ceux qui ont été dans l'enseignement francophone et qui sont venus dans l'enseignement anglophone, ils vont voir la différence par rapport à la recherche. La grande force de l'éducation anglophone, c'est le fait qu'ils donnent beaucoup d'importance à la recherche. Et il y a beaucoup de moyens, il y a beaucoup d'argent investi dans la recherche. Et je pense que c'est un peu ça la différence par rapport à l'éducation francophone. Et pour ça, il est très important que les étudiants viennent au sein de l'université anglophone pour la première fois, ayant parlé le français, ils doivent d'abord apprendre la langue. Ensuite, parler couramment la langue, mais ça, ce n'est pas assez, mais il faut aussi s'adapter à la recherche, la manière dont vous faites votre recherche en anglais qui est tout à fait différente et qui a des éléments très différents. Donc, d'un coup, c'est ce que je dis, mais j'espère que mes autres collègues vont me suivre. Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je vous remercie pour l'élément de réponse. Ma deuxième question s'adresse à M. Jean. Monsieur Jean Ado, parlez-nous des défis auxquels font face les étudiants francophones qui cherchent à poursuivre les études de master dans une université francophone en dehors de leur pays d'origine et de la façon de les surmonter. Ok, merci beaucoup, Moudachirou. Le débat vient de commencer. Je crois que ça sera très riche et apporter les réponses aux uns, aux unes et aux autres. On a dit des étudiants francophones qui migrent vers un autre système francophone. Donc, c'est toujours l'espace francophone. N'est-ce pas? Donc, déjà, il y a quelque chose qui est commun, c'est qu'ils ont la langue qui est commune. Donc, tout de go, on peut croire que tout ira bien. Mais ce n'est pas évident. Il y a des choses, des défis auxquels ces étudiants sont souvent confrontés. Il y a quelqu'un qui a son micro qui... C'est bon? Oui, c'est bon. Oui. C'est bon. Allons-y seulement. D'accord. Alors, donc, brièvement, je vais vous dire des choses que j'ai vécues par expérience en termes de défis. D'abord, il y a le défi culturel, le choc culturel. Lorsque vous quittez votre pays, vous avez des habitudes culturelles, vous avez des comportements, une façon de vivre, une façon de faire, une façon de parler, même une façon de saluer. Alors, vous allez dans un autre pays, tout cela change tout de suite. Et là, en quoi ça consiste un défi? Parce qu'il faut peu de temps pour s'habituer à ce changement culturel. Et mieux, un étudiant s'intègre dans son milieu d'apprentissage, son nouveau milieu d'apprentissage, mieux la réussite est assurée. Donc ça, c'est un grand défi. Il y a le défi académique. Le système d'évaluation. La façon de prendre des notes. Je vais dire même la façon dont de dispenser. La façon d'être des professeurs. Les relations, n'est-ce pas, entre professeurs et étudiants.
Oui. La façon dont ça se passe dans ton pays peut changer quand tu quittes ton pays. Oui. L'accent du professeur, l'accent des autres camarades de classe, tout ça là constitue, c'est-à-dire un paquet de défis académiques. Et ça, il faut s'y préparer, il faut s'informer correctement avant, n'est-ce pas, de venir dans le milieu. Il y a aussi d'autres défis. Il y a le défi financier. Vous savez, quand... Allô? Allons-y seulement, allons-y seulement. Il y a le défi financier. C'est comment vous quittez votre pays. Quand vous étiez dans votre pays, il y a toujours un oncle là qui vous vient en aide. Même si vous êtes boursier, hein, il y a toujours un oncle là qui vous vient en aide. Quand vous avez de petits problèmes, qui vient, qui dit donc, je te donne ça d'abord. Mais là, maintenant, vous êtes seul. Vous devez créer, n'est-ce pas, votre dynamique financière. Vous devez gérer vos ressources financières. Vous êtes votre propre conseiller. Et ce défi, il faut avoir les capacités, les skills nécessaires pour pouvoir les relever. Pour terminer, il y a un défi qui n'est pas des moindres, c'est les relations interpersonnelles, qui est lié au choc culturel, qui est lié aux réalités socio-culturelles. Vous devez reconstituer votre réseautage. Vous devez reconstituer votre environnement d'apprentissage. Et tout cela, il faut le faire en peu de temps. C'est là où ça devient un défi. Donc, voilà un peu brièvement ce que je peux dire. Dans le fond du débat, on va aller plus en détail. D'accord. Merci beaucoup, M. Jean Addo, pour les explications fournies. Je pense quand même bien que les panélistes, ils notent bien vos éléments de réponse et ils auront aussi la chance à vous poser des questions à ce sujet parce que ça paraît intéressant l'événement déjà. Sans plus tarder, je vais adresser ma troisième question à Madame Janvière Awayo. Madame Janvière, partagez votre expérience personnelle en tant que francophone ayant poursuivi un programme de master dans un système anglophone hors de votre pays. Merci beaucoup, Moudacharo, pour cette opportunité. Oui. Donc, comme tout autre étudiant qui quitte son pays pour aller à l'étranger, arrivé à McGill, je dirais que c'est comme si j'ai commencé une autre mode de vie. Donc, j'ai vécu des nouvelles expériences dans un nouvel établissement, bien sûr, avec un nouveau système d'établissement, d'éducation. Donc, sauf le français, je parlais français, je n'étais pas anglophone, mais aussi le système éducatif était totalement différent. Aussi, c'était un établissement multiculturel. Je devrais m'adapter à la culture. Je devrais apprendre à bien communiquer avec mes collègues, bien communiquer avec la société qui m'entourait, aussi tout en poursuivant mes études. Je dirais qu'au commencement, ça n'a pas été du tout facile. Mais à l'Université McGill, on avait un système de sport, je dirais, l'équipe de Mastercard. Donc, la première semaine, ce n'était pas facile. Je n'entendais pas les gens ne m'écoutaient pas. Donc, je n'étais pas à mesure de bien communiquer avec mes collègues, bien communiquer avec les professeurs, communiquer avec tout le monde. Et puis, je me suis dit, non, ça ne va pas marcher comme ça. Je suis allée voir l'équipe Mastercard à l'Université McGill. Je me suis exprimée, j'ai dit que j'ai de la misère à bien communiquer, de la misère à bien suivre le programme. Donc, au vrai dire, j'avais peur que ça ne va pas aller parce que si tu vas en classe toute la semaine, tu n'as même pas compris qu'est-ce qu'on va dire. Aussi, parce qu'en maîtrise, on écrit beaucoup, on fait beaucoup de rédactions, on écrit beaucoup, mais je n'étais pas en mesure d'écrire. Mais
on m'a donné la chance de faire l'anglais. Donc, j'ai étudié l'anglais pour des mois pour que je puisse continuer à poursuivre mes études, pour que je puisse réussir. La Mastercard m'a donné la chance d'étudier l'anglais pour des mois afin de pouvoir continuer mes études, afin de pouvoir réussir. Donc, c'est sûr que les difficultés à bien communiquer avec mes collègues et même mes professeurs pourraient rendre ma production écrite difficile si je n'avais pas communiqué avec mes conseillères Mastercard pour essayer de dire que j'ai des obstacles du point de vue académique, mais aussi du point de vue social. Donc, pour y arriver, ils m'ont aidé à étudier le cours d'anglais pour des mois. Aussi, pour les études, c'était pas, donc je dirais que je n'étais pas au même rythme que les autres. Donc, j'ai pris la stratégie de gérer mon temps pour que je puisse faire mes travaux avant. Comme ça, j'aurai les amis ou bien les professeurs qui pourraient me donner des commentaires avant que je puisse soumettre mes travaux. Donc, j'ai cherché à travailler avant et puis avoir les amis. J'avais des amis qui étaient totalement anglophones, qui étaient nés d'ici. Donc, et ils étaient à mesure de me donner des commentaires. Donc, je dirais que pour bien réussir ton programme, parce que même si tu as des difficultés liées au système d'éducation, les difficultés liées à la langue, quand même, tu dois réussir ton programme. Donc, il faut te chercher les stratégies que tu vas utiliser. Donc, pour moi, les stratégies étaient la gestion du temps parce que je savais qu'il y avait, si mon ami anglophone, totalement anglophone, va utiliser 2 heures pour écrire quelque chose, moi, je peux utiliser même 3 heures, bien 4 heures. Donc, je devrais savoir comment gérer mon temps. Aussi, pour mes professeurs, je dirais que moi, je vais essayer à communiquer à tous mes professeurs. Je dirais que tout le monde savait que l'anglais n'était pas ma première langue. Et chaque fois que j'allais voir le professeur pour demander, pour dire, je n'ai pas compris qu'est-ce que tu voulais qu'on fasse ici, je n'ai pas compris qu'est-ce que vous avez enseigné. Donc, j'avais pris cette habitude de demander beaucoup de questions au professeur pour savoir si j'ai bien compris et aussi dire, ne pas avoir honte de dire que je n'ai pas compris, ne pas avoir honte de dire au professeur que non, vous parlez très vite, moi je ne suis pas à cette rythme-là, je n'entends pas, il va falloir que vous me donniez quelques explications. Donc, je dirais que c'est tout ce que j'ai utilisé comme stratégie. Mais aussi, après quelques temps, j'ai réalisé que le français n'était pas... C'était un obstacle d'un côté, mais c'était aussi une opportunité parce que même si McGill, c'est l'université anglophone, mais on est quand même dans un pays qui est bilingue, dans une province qui est bilingue. Donc, du point de vue travail, le français a été comme moi une opportunité. Ça a été une valeur ajoutée à mon profil. Je dirais qu'ici, donc l'emploi que j'ai pu trouver au campus ou bien à l'extérieur du campus, c'est parce que j'avais cette français-là, c'est parce que je pourrais être en mesure de communiquer en français et même en anglais. Donc, des fois, des obstacles, on peut transformer nos obstacles en opportunités. Là, pour terminer, pour ne pas prendre beaucoup de temps, on va avoir le temps de discuter. Comme conseil, je dirais qu'il faut toujours envisager nos obstacles, voir comment on peut les transformer en opportunités. Aussi, garder l'esprit ouvert et positif. Donc, si vous suivez votre motivation, vos rêves, gardons nos esprits positifs et aussi adopter de nouvelles stratégies
chaque personne a son stratégie. Donc, il faut savoir c'est quoi la stratégie qui va fonctionner chez toi parce que pour moi, la stratégie peut fonctionner, mais ça ne va pas fonctionner chez toi. Donc, il faut savoir les stratégies qui fonctionnent pour toi. Et aussi, il ne faut jamais éviter de demander ne pas parler la langue, ne pas avoir le même accent que les autres. C'est pas être handicap, donc c'est pas un problème. C'est pas un problème. Donc, si tu as un problème, si tu n'as pas entendu, demandez toujours de l'aide auprès des professeurs, auprès des conseillers, auprès de vos collègues. Et aussi, donc, en tout, il faut sortir de votre zone de confort pour avoir de nouvelles expériences, pour rencontrer de nouvelles personnes. Aussi, pour chasser vos rêves, il faut toujours sortir du confort. Merci. Voilà, vraiment, merci beaucoup, Madame Janvier. J'apprécie le parcours. Ça m'intéresse beaucoup. Et je pense quand même bien que ça va intéresser quand même les étudiants qui nous écoutent à l'heure actuelle. En résumé, je peux dire qu'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème sans solution. Le mieux, c'est de chercher à s'adapter aux réalités du milieu. Juste, ça va nous avantager dans la vie. Et pour les étudiants qui cherchent toujours à poursuivre les études de master dans n'importe quelle université, soit anglophone ou francophone, il y a le contraint, les défis académiques à relever, les défis financiers à relever et surtout les défis culturels qu'il faut essayer de s'adapter à cela parce que quand on change le milieu de vie, les attitudes, les comportements et tout ça change. Donc, il faut chercher le juste milieu pour rester parmi ceux qui sont dans le milieu. Et pour les étudiants qui cherchent à poursuivre les masters dans les pays anglophones, il y a le contraint d'anglais qui est là où chacun doit essayer de s'adapter au rythme. Parce que Mme Janvier l'a dit tout à l'heure qu'il n'y a pas de problème sans solution. Donc, comprendre l'anglais ne serait vraiment pas difficile pour tout un chacun de nous. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté de partager vos expériences avec nous. Vu l'importance du sujet, pour nous les étudiants, les questions, ça n'en manque toujours pas. Et je vais adresser ma question à Monsieur Jean. Monsieur Jean, l'un des participants aimerait avoir de réponses à cette préoccupation. Est-ce qu'il est possible de faire une licence dans un domaine et faire master dans un autre domaine? C'est-à-dire que la personne a déjà fait un cycle de licence, par exemple, en énergie renouvelable, et il pense maintenant faire de licence, par exemple, dans le secteur de l'informatique ou bien dans l'administration. Le participant cherche à savoir si c'est possible. Et si c'est possible, est-ce que c'est toutes les universités du monde qui acceptent cette méthode-là? Bien, merci beaucoup pour la question. Pour l'expérience que je vis et que j'avais vécue, nous avons des étudiants qui ont fait leur licence, par exemple, en physique et qui aujourd'hui sont à EMS, qui privilégie beaucoup une base solide en mathématiques. Oui. Et donc, ils vont avoir un master en sciences mathématiques, alors qu'ils ont fait une licence en physique. En fait, c'est possible. C'est possible quand les critères d'admission, vous respectez les critères d'admission et vous avez les bases requises pour pouvoir répondre aux attentes pédagogiques, n'est-ce pas, de cette école ou de cet institut. Tout le monde sait que le système LMD, ce n'est pas un système cloisonné. Ce n'est pas un système, c'est-à-dire on veut que l'étudiant puisse innover, puisse chercher, puisse être un technicien qui sait là où se trouve la réponse et non être dans une chemise de camisole. Donc, c'est bien possible de commencer par une licence et d'avoir un master dans un autre domaine. Si vous avez les bases requises, cela ne doit pas être une barrière, cela ne doit pas être un handicap. Il suffit que votre dossier soit accepté et que, une fois arrivé sur place, que vous développez, vous faites éclore les capacités qui sommeillent en vous. Et là, vous allez faire votre master bien et à commencer avec une autre licence. D'accord, merci beaucoup. Donc, il y a la possibilité de poursuivre l'étude dans les deux sens. Bien sûr, dans les deux sens. Voilà, merci beaucoup. Ma deuxième inquiétude se situe au niveau de la différence d'année
dans un cycle de licence qui existe entre un certain université anglophone, c'est-à-dire 4 ans pour licence, et université francophone, 3 ans. La préoccupation, c'est, avec cette différence, est-ce qu'il y a la possibilité pour qu'un francophone de faire un cycle de master dans ce genre d'université anglophone? Si oui, comment? Je ne sais pas si vous me comprenez. Je n'ai pas bien compris la question. C'est-à-dire, par exemple, au Bénin, la licence, c'est un cycle de 3 ans. Oui. Dans les systèmes anglophones, le participant, il me notifie ici que le cycle de licence, c'est 4 ans. Maintenant, un étudiant béninois qui termine ce cycle de licence avec 3 ans, est-ce qu'il aura la possibilité de poursuivre un master? Parce qu'il y a déjà différence d'âge entre les cycles de licence. Les universités anglophones, c'est les étudiants qui ont fait le cycle de licence dans une université anglophone, ils ont fait 4 ans. Nous qui sommes au Bénin ici, on a fait 3 ans. Maintenant, on cherche à postuler à la même bourse, on demande la même bourse. Est-ce qu'il n'y a pas ce critère qui va nous frapper? On va dire qu'il y a la différence d'année. D'office, je ne pense pas que ça puisse frapper. En fait, oui. Madame Deborah avait dit tout à l'heure, les systèmes anglophones, c'est bien vrai, sont un peu différents des systèmes francophones. Mais toujours est-il que c'est un système de crédit. OK? C'est un système de crédit et de contenu de la formation que vous avez suivi pendant 3 ans par rapport à ce qu'un étudiant anglophone a suivi pendant 4 ans. Oui. Si le contenu, les attentes, les critères de l'université anglophone, vous répondez à ces critères, je crois que vous passez directement au master. Déjà la réunion. Allô? Allô, oui, je vous salue. Vous continuez vos études. Dans le cas contraire, des fois, il vous agit de compléter, une fois sur place, de compléter certains crédits. De compléter certains crédits. Et une fois ces crédits complétés, vous pouvez continuer maintenant en master. Mais il y a d'autres, ils peuvent vous accepter directement en master, mais vous allez, pour pouvoir valider votre master, vous devez compléter ces crédits-là pour être en phase avec, n'est-ce pas, le quota horaire de leur système. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Jean. Je demande à Madame Deborah de bien vouloir répondre à cette inquiétude pour nous. Madame Deborah, quel est l'intérêt d'une longue étude pour le jeune Africain aujourd'hui? Pouvez-vous répéter votre question, s'il vous plaît? Quel est l'intérêt d'une longue étude pour le jeune Africain d'aujourd'hui? Sur l'intérêt d'étudier pendant longtemps, c'est ça? Voilà. On étudie tous les jours, on ne s'arrête pas d'étudier. Les études, ce n'est pas seulement d'aller à l'université, s'asseoir et étudier. Les études, c'est aussi avoir nos livres tous les jours, les lire tous les jours, vous savez. Moi, personnellement, j'ai étudié en République démocratique du Congo, j'ai fait ma licence en République démocratique du Congo. Je suis venue au Royaume-Uni, mais j'ai fait ce qu'on appelle un postgraduate, qui est à peu près une licence comparée à ce qui est au Congo, dans une autre université. Et là, j'étais sujet de ce qu'on appelle les crédits. Donc, c'est-à-dire on a évalué mes crédits pour qu'on me dise que je pouvais prendre ce programme. Mais à l'université d'Édimbourg, quand j'ai étudié, c'était différent. C'était tout simplement, vous avez choisi votre option de recherche, mais on évolue votre anglais. Parce que l'anglais utilisé à l'université n'est pas l'anglais qu'on parle tous les jours dans la rue, et ce n'est pas non plus l'anglais qui est parlé aux États-Unis. Donc, cet anglais-là, j'avais besoin d'aller à l'école, étudier cet anglais-là, l'anglais scientifique qui est accepté à l'université d'Édimbourg et de Cambridge, qui est vraiment très approprié à l'éducation britannique. Et comme vous savez, l'éducation britannique est unique au monde. Et je devais m'adapter à cela. Donc, étudier, c'est important. On n'étudie pas seulement à l'université, mais on étudie aussi chez nous tous les jours à travers l'interaction avec nos frères et sœurs. Voilà pourquoi aujourd'hui à l'université d'Édimbourg, je voudrais imposer à chaque étudiant de faire du volontariat pendant les temps des études. Comme ça, ils vont aller dans les autres pays du monde apprendre comment est-ce que les gens dans les autres pays du monde peuvent vivre. Comme ça, on va réduire la question du racisme. Voilà, merci.
Merci beaucoup, madame. Je continue toujours les questions pour vous. Et cette fois-ci, la question, il me paraît que vous avez fourni déjà quelques-unes des réponses, mais cela n'empêche, je vais toujours poser la question. On dit, quels sont selon vous les principaux critères à prendre en compte lors de la demande d'une bourse de master dans une université pour avoir le succès? Ah, OK. J'ai l'expérience de 2 universités en Grande-Bretagne. Je ne sais pas l'expérience des autres universités à travers le monde. C'est ce que vous devez comprendre, OK? Et j'aimerais que les autres orateurs puissent parler des autres universités à travers le monde. Dans les 2 universités que moi j'ai étudiées en Grande-Bretagne, à Heriot-Watt, la bourse d'études pour les citoyens britanniques, comme je suis citoyenne britannique, je ne la demande pas. C'est mon gouvernement qui le paye pour moi. Donc, mon gouvernement paye mes études. Mes études universitaires sont gratuites. Mon université paye pour moi. Et en ce moment-là, comme je faisais ce qu'on appelle postgraduate, il a payé 75% des frais et je n'ai payé que 25%. Et ça, vous pouvez venir d'une autre discipline, vous allez dans une autre discipline. C'est ça ce qui est extraordinaire avec la Grande-Bretagne. Et il n'y a pas d'âge limite, même si vous avez 60 ans, mais si vous parvenez à prouver votre connaissance de l'anglais, si vous êtes étranger ou si vous êtes né en Angleterre, vous avez prouvé tous les processus nécessaires pour arriver au niveau de postgraduate, vous pouvez le faire. Alors, de l'autre côté, la bourse d'études avec l'Université d'Édimbourg, c'est qui est très, très, très serré, je dois le dire. Parce que, premièrement, avec l'Université d'Édimbourg, vous devez être sujet d'une compétition. C'est-à-dire que le dossier que vous introduisez sur Internet, les questions dans lesquelles vous répondez sera sujet d'une compétition. On va sélectionner l'étudiant par rapport à celui qui a répondu le mieux à cette question. OK? Deuxièmement, les références, c'est très important. Les personnes que vous avez choisies comme étant une référence par rapport à vous, ces références aussi seront en compétition. OK? Alors, à l'Université d'Édimbourg, vous n'avez pas de frais qui viennent du gouvernement, mais vous avez à chaque cours un fonds attribué à ce cours. C'est-à-dire que ce qu'on appelle le scholarship. Et aussi, vous avez les Mastercard, qui est très différent aussi, qui est à côté, qui est un programme à côté. Si, par exemple, vous allez dans les critères de compétition et que vous ne réussissez pas à obtenir la position, vous pouvez aller chercher l'argent auprès du Mastercard programme parce qu'eux, ils ont les bourses pour aider les étudiants avec n'importe quel sujet à parvenir à leur classe. Donc, c'est un peu ça. Donc, à l'Université d'Édimbourg, c'est tellement strict parce qu'on cherche les meilleurs cerveaux du monde, on cherche les meilleurs étudiants du monde, tout comme on cherche les meilleurs recteurs au monde. Alors, la sélection est très sérieuse. Merci. D'accord, merci madame. Je continue une fois de bon encore. Comment savoir s'il est utile de commencer un master immédiatement après la licence? Ah, OK. Dans le système britannique, dans le système de l'Université d'Édimbourg, OK. Quand vous faites la licence dans nos pays africains, vous pouvez choisir de continuer immédiatement avec le master selon vos moyens. Et nous savons que nous avons des raisons économiques qui font que beaucoup préfèrent encore aller travailler, gagner de l'argent et continuer. Mais dans notre système britannique, on demande toujours ce qu'on appelle la pierre. Une année où vous allez donner votre intelligence gratuitement à travers le monde. Et le gouvernement est prêt à vous donner l'argent pour aller là où vous voulez aller et aller visiter gratuitement. Vous comprenez? Alors, moi, pourquoi je vous dis, la Grande-Bretagne, c'est un petit paradis hein, où on fait tout pour vous. Hein. Alors, c'est ça. Alors, lorsque vous terminez cette licence-là, parce que d'abord, il faut dire que la licence en Grande-Bretagne, c'est une année, ce n'est pas 2 ans. OK? C'est une année. OK? Alors, ce n'est pas 3 ans comme en Belgique ou comme dans les autres pays. Donc, c'est une année. Pendant ce temps-là que vous passez pour avoir fait une licence spécialisée à un domaine, vous êtes allé sur le terrain pour prouver vos capacités. Cette année-là est prise en charge, est prise en considération lorsque vous allez continuer un master's. Parce qu'au moment où vous faites l'application pour le master, on va vous demander quelle est la motivation dans laquelle vous voulez faire ces masters. Et là, vous direz, quand j'ai terminé ma licence, je suis allé au Pérou. Si vous êtes médecin, je soignais gratuitement des enfants qui avaient telle maladie. Voici ce que j'ai fait. Maintenant, je pense que je vais développer une master dans le domaine des personnes démunies pour les aider dans la santé. Voilà. Vous comprenez là comment ça fonctionne. Donc, vous n'allez pas faire un master ici en Grande-Bretagne en général, pas parce que seulement vous venez, parce que vous avez vu quelque chose dans la société et pour lequel vous avez excellé. Et c'est ça qui vous donne l'accès à cela. Donc, voilà. J'espère que les autres collègues peuvent ajouter. Ok, je comprends bien. Merci beaucoup à vous, madame.
Cette question s'adresse à Madame Janvier. Madame Janvier, comment faire avancer sa carrière professionnelle tout en poursuivant un master? Si j'ai bien compris, on demande comment on avance la carrière tout en poursuivant le master, c'est ça? Oui. Ok, donc je dirais que en poursuivant le master, on peut avancer son carrière, soit en faisant des stages, mais aussi poursuivre la maîtrise. Tout d'abord, c'est l'une des façons d'avancer son carrière. Oui. Donc, dépendamment de d'où vous voulez amener votre carrière, oui. Vous pouvez juger si vous avez besoin de faire une maîtrise. Comme ça, vous faites la maîtrise et pendant que vous faites la maîtrise pour avancer votre carrière, il y a soit faire les bénévolats dans votre carrière, soit faire les stages. Comme ça, vous étudiez, mais en même temps, vous avancez votre carrière. Et le temps que vous allez terminer, ça va être un avantage parce que vous aurez quelques expériences dans votre carrière. Donc, je dirais que avancer votre carrière, vous pouvez faire ça à n'importe quelle étape. Donc, même en étudiant, soit après ça, mais toujours si vous êtes à l'école, disons, tu fais ta maîtrise, mais tu veux aussi avancer ton carrière. Il y a les stages, il y a beaucoup d'opportunités où les élèves avancent leur carrière, malgré qu'ils font leur études. Donc, il faut profiter de toutes les opportunités qui sont à l'université, soit travailler avec les professeurs s'il y a des projets qui sont en cours, soit demander les bénévolats au campus, soit demander les stages dans vos carrières juste pour avoir l'expérience. Voilà. L'autre question pour vous, c'est de savoir quelle différence y a-t-il entre étudier à l'étranger et étudier au pays, dans son pays, quoi. Ben, je dirais que étudier à l'étranger et étudier dans son pays, c'est totalement différent. Oui. Parce que la première chose, quand vous étudiez dans votre pays, vous êtes dans votre société, donc vous êtes dans votre quartier. Donc, c'est comme si vous êtes à la maison, mais quand vous étudiez à l'étranger, vous êtes seul, vous vivez dans le milieu où il y a plusieurs quartiers, vous rencontrez vous rencontrez différentes personnes avec différents quartiers. Donc, l'avantage qui est là, c'est que vous vous adaptez à d'autres quartiers, vous vous adaptez à d'autres systèmes de vie parce que des fois, même le mode de vie est différent, est totalement différent. Donc, à part que vous étudiez, vous avez aussi d'autres avantages, je dirais avantages, parce que vous êtes, à part les cultures que vous avez de votre pays, vous avez d'autres cultures, vous êtes à mesure de vivre dans un monde multiculturel. Donc, pour moi, c'est ça qui a été l'avantage de quitter mon pays pour aller étudier à l'étranger. Et aussi, je dirais que ça vous ouvre au monde. Donc, c'est comme vous faire, vous savez ce qui se passe à l'extérieur de votre pays. Parce que des fois, dans nos pays, on peut avoir des informations par Internet. Aujourd'hui, il y a l'Internet, on peut avoir toutes les informations du monde. Mais c'est bon quand on peut vivre ça, quand on est sur place. Donc, c'est ça le grand avantage pour moi. OK, merci beaucoup. Oui, allô, Moudachirou? Oui. Je voudrais juste ajouter un peu à ce que Janvier vient de dire par rapport à quitter son pays pour aller étudier à l'étranger. C'est comme si vous quittez votre zone de confort où vous avez les habitudes, vous connaissez les embouteillages, vous connaissez les professeurs, vos parents connaissent les professeurs, vous connaissez vos camarades, les parents des camarades connaissent vos parents. Vous quittez votre zone de confort, n'est-ce pas, pour une zone que vous allez découvrir. Et cela, ça demande
de faire sortir les capacités que vous n'avez jamais utilisées. C'est de nouvelles expériences. Oui, oui. Donc, c'est ce départ de la zone de confort, n'est-ce pas, qu'il faut envisager, parce que tant que tu ne l'envisages pas, il y a des choses que tu ne vas pas découvrir. Chez nous, quand tu es chez toi, c'est dit, tu maîtrises l'environnement. Mais cela ne va pas te suffire pour atteindre des objectifs gigantesques, de grands rêves. Merci. Mudashiru, juste pour t'interrompre un tout petit peu là, juste à cause du temps qui est en train de filer très rapidement là, je pense qu'on va juste permettre à quelques membres de l'audience de poser quelques questions. Donc, les questions qui te restent là, on pourrait les mettre sur le AMA, sur la plateforme. Et M. Jean pourrait répondre. Donc, on va juste permettre à quelques membres. Donc, j'ai une petite liste ici. On va commencer avec Maurice. Maurice, si tu es là, tu peux poser ta question, s'il te plaît. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Maurice. Merci. Oui, c'est moi. Maurice Djivo, de l'Université d'Abomey-Calavi. Je tiens à remercier tous les panélistes pour les diverses interventions. C'est vraiment impressionnant et intéressant. Oui, la plupart de mes questions ont déjà été prises en compte, mais j'ai toutefois une qui n'a pas encore eu réponse. C'est celle-ci. Entre aller au master et suivre des formations certifiantes, que nous proposeriez-vous? Merci. Je ne sais pas si ma question a été claire. Hein? Donc, en tout cas, oui, j'ai compris. Moi, j'ai compris la question. Allez-y, M. Jean. Oui. Allô? Oui, M. Jean, vous pouvez y aller? OK. Les formations certifiantes, c'est-à-dire que ce qu'on a dit, tu obtiens des certificats dans tel ou tel domaine, dans telle spécificité. Cela, je crois que c'est ce que je qualifie de cerise sur le gâteau. Des cerises sur le gâteau. Alors, faire une formation de master te donne plus une image, une ossature. Ça te caractérise un peu plus que juste faire des formations et certifiantes. C'est-à-dire que tu as des certificats parce que tout au long de ta vie, comme l'a dit Mme Deborah, tu peux faire des certificats. Bien sûr que tu peux aussi faire des masters. Mais tant que tu as encore les potentiels, je juge pertinent et efficient et efficace de faire le master. Et si tu veux, chaque fois que dans ton domaine, et tu vois qu'il y a des spécificités auxquelles tu es confronté, tu peux faire des certificats pour compléter ta formation de base ou les masters que tu as. C'est mon avis par rapport à la question. Merci, M. Jean. Est-ce qu'il y a un autre membre du panel qui voudrait répondre à cette question? On peut passer à la question suivante. OK, donc je pense qu'on va passer à la prochaine personne. Merci, M. Jean. Merci beaucoup, Maurice. Et Espérant, est-ce que tu es là? Oui, bonsoir à tous. Vas-y, merci. Bonsoir. Je réponds au nom de Gada Espérant. Je suis un boursier de la Master 4, 4e cohorte. Je suis étudiant en génie logiciel à l'Université d'Abomey-Calavi. Je tiens à remercier sincèrement nos 3 invités qui ont pu répondre présent à cet appel. Que Dieu les bénisse. Et la première question que je voudrais poser est celle-ci. Quels sont les critères à prendre en compte pour postuler à une bourse? Je pense que Mme Deborah a parlé un peu de ça. Bon, je ne sais pas si elle voudra encore élaborer. Comme je l'ai dit, les conditions dépendent d'une université à une autre, comme je l'ai dit. Donc, vous devez scrupuleusement suivre les règles que cette université vous impose. Mais dans le cas de l'Université d'Édimbourg, je vous ai donné 2 aspects différents de 2 universités différentes. La plus grande université, la 3e au Royaume-Uni, qui est l'Université d'Édimbourg, et une autre université qui est une université ordinaire, là où j'ai fait mon postgraduate, une autre forme de masters. Et comme je dis, les conditions, c'est que l'une des conditions la principale, la maîtrise de la langue anglaise, parce que vous allez étudier en anglais si vous venez dans un pays francophone. Et puis, il y a toujours des critères que chaque université met en place
comme les crédits, combien d'heures vous avez passé à étudier tel sujet. Et si c'est assez, vous pouvez faire votre master. Et comme je dis, à l'Université d'Édimbourg, c'est une compétitivité. Vous devez être excellent dans tout ce que vous êtes en train de faire avant d'être admis. Voilà, merci. Ok. Monsieur Jean, vous voulez compléter? Oui, juste les critères, c'est les critères. Je crois qu'il y a par exemple, vous allez postuler à une bourse dans un pays anglophone. Il y a d'abord, vous devez savoir connaître vos capacités en termes de barrières et de langue. Est-ce que vous êtes à même? Vous devez voir le domaine dans lequel vous allez étudier. Quelles sont les exigences de cette université? Je prends le cas de EMS, par exemple. C'est-à-dire vous devez avoir une base solide en mathématiques. Si vous n'avez pas une base solide en mathématiques, vous ne pouvez pas venir faire EMS Sénégal ou bien EMS Rwanda ou EMS dans sa globalité. L'autre critère que nous avons hérité de Mastercard, vous devez être capable de pouvoir retourner travailler dans vos communautés, aller servir vos communautés, le give back, par exemple. C'est des critères que nous mettons dans le package pour l'admission ou bien accepter un étudiant comme boursier. Donc, les critères, c'est clair, ce n'est pas unique, ça varie d'un institut à un autre, d'une université à une autre, d'un milieu à un autre, d'un pays à un autre. Mais, globalement, il faut que vous ayez les compétences et les exigences de cet institut ou bien de cette université. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Ouais, merci Espérant. Merci Madame Déborah, Monsieur Jean pour vos réponses. La troisième personne, c'est Aristide. Est-ce que tu es là? Ouais, je suis là. Aristide, en fait, il nous vient aussi de l'Université de Edinburgh, là où Madame Déborah est actuellement, et il est aussi de RD Congo. Aristide, vas-y. D'accord. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Visage. Ah, je vois. Ou peut-être bonjour, ça dépend de là où vous êtes maintenant. Je suis Aristide, comme Credo m'a présenté, et je suis de la RDC. Je suis également alumni du Ghana, en fait. J'ai étudié à Kwame Nkrumah University of Science and Technology. Directement, je suis parti pour un master à Edinburgh University, l'Université d'Édimbourg. Alors, pour moi, ce n'est pas vraiment une question que je voulais mener, mais c'est plutôt une expérience que je voulais partager à tant comme un étudiant fraîchement venu de undergraduate ou de la licence, comme comme c'est appelé, en fait, communément, et passer directement au master. Là, on est en train de parler des transitions. J'ai entendu beaucoup de questions et j'ai entendu vraiment beaucoup d'interventions de la part de nos panélistes. On a parlé, entre autres, des critères, par exemple. Il y a Madame Déborah qui a touché les critères de compétitivité au sein de notre université. Et je voulais peut-être commencer par là. Moi, je pense que c'est très important de savoir d'abord ce que tu veux dans la vie. Ça peut ne pas être sur base des études. Ça peut toucher, au fait, beaucoup de domaines dans la vie. Et venant d'un pays francophone, il faut être préparé psychologiquement, savoir que le monde, on est différent. Et c'est nos différences, au fait, qui doivent faire notre force. Et comprendre cette différence dès le bas âge fait déjà à ce que l'on soit préparé psychologiquement à affronter ce genre de difficultés dans la vie et même dans les études, là où on va mener nos études. Personnellement, moi, venu de la RDC à l'Est, à Goma précisément, je ne savais jamais, en fait, que j'allais étudier dans un monde anglophone. Mais je me disais que je dois aller étudier là-bas. Et cette envie-là a fait ce que je puisse développer en moi l'envie d'étudier d'abord l'anglais. Tu vois, je ne savais vraiment pas là où je devrais aller, mais l'envie était déjà là. Et cela a fait à ce que je sois déjà préparé sur le point de vue critères. C'est-à-dire, quelqu'un qui est en train de demander des critères et tout, moi, je pense que la plus grande partie aussi touche la préparation. Quand je suis arrivé au Ghana, c'est un pays tellement différent de la RDC, avec une population tellement dynamique, culturally, un peu friendly ou amicale, je vais le dire comme ça. Et ça m'a permis à ce que je me retrouve dans un pays très nouveau. Je ne connais personne, je n'ai pas d'amis, je n'ai pas de famille. Mais la préparation que j'ai eue avant, à la base, a fait à ce que je puisse m'adapter très facilement. Je ne connaissais pas, je ne parlais pas bien anglais. J'étais really down, tu vois. Mais
l'envie que j'avais à faire ce que je puisse surmonter le défi. Et quand les gens remarquent que tu as déjà l'envie, moi, je pense que les gens ont toujours été là pour t'aider. Deuxième des choses que je vais toucher, toujours peut-être sur le point préparation. Quand j'étais là, quand j'étais au Ghana, je me disais que non, je suis en train de développer l'envie d'étudier l'environnement et je voulais apporter quelque chose à mon pays. Et comment est-ce que je vais le faire? Je dois me préparer. Et me préparer, ça veut dire je dois savoir où est-ce que je veux aller. Entre autres, j'étais en train de cibler les États-Unis pour mon master, le Canada et bien sûr les UK. Et moi, ce que je faisais, c'était quoi? C'est me préparer ahead. Je sais que j'ai 3 ans pour finir ma licence, mais après ma licence, j'ai un plan de faire un master. Comment est-ce que je vais transitionner cela? Je fais comment? Je me prépare à la compétition qui m'attend. Et comme vous le savez très bien, quand il s'agit d'une bourse d'études, c'est toujours compétitif. Et si c'est compétitif, c'est-à-dire qu'il faut vraiment prouver que vous êtes à mesure. Et pour le prouver, comment se faire? On se prépare. Je pars directement au site, je commence à me renseigner, je me crée des amis, un peu un network, un peu partout, qui va m'aider au fait à apprendre plus. Et cela ne sera pas, en fait, une surprise pour moi de sauter, tu vois. Quand je viens à peine de finir, je sais déjà comment le système fonctionne. J'ai quand même une idée globale, ce qui me permet de lancer ma candidature. C'est compétitif, je vous assure, et University of Edinburgh, Université d'Édimbourg, c'est très compétitif. D'abord, pour recevoir la bourse de Mastercard, la fondation Mastercard doit se rassurer que vous êtes à mesure même d'être sélectionné par l'université. C'est-à-dire, vous postulez, on vous évalue, on vous sélectionne à partir de là, mais vous savez aussi que vous serez aussi soumis à une compétition d'admission au sein de l'université. Alors, s'il faut se préparer par rapport à ça, de la base, en tout cas, c'est quelque chose qui aide à faire à ce que votre transition soit facile. Aujourd'hui, je suis, pour peut-être terminer, je suis en train d'étudier mon master, un système tellement différent des systèmes francophones, plus basé dans la recherche, la créativité, mais aussi l'esprit critique. Et je me dis, comment est-ce que je vais avancer ma carrière professionnelle en train d'étudier? C'est par là que même, maintenant, là, par exemple, je suis en train de travailler avec Worldwide Fund for Nature. C'est une organisation qui travaille dans la nature parce que principalement, j'étudie carbon management ou gestion de carbone et changement climatique. Et ça me permet à ce que je puisse aussi, en fait, continuer ma carrière professionnelle au sein de l'organisation où je suis en train de travailler, mais aussi en train d'étudier. Alors, ça va de pair et ça permet vraiment ce que je voulais partager. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas de m'écrire. C'est sûr, je ne vais pas parler ici, mais écrire et tout, ça sera vraiment une bonne opportunité. Aussi, en finissant, hey, Madame Deborah Kayembe, c'est un plaisir pour moi de travailler. Hey, ciao. Merci Aristide. Je vais juste, parce que Madame Deborah, elle va devoir nous quitter. Je ne sais pas si elle a juste un mot de dernière avant qu'elle ne quitte. Si vous avez juste un mot pour nos étudiants avant de partir. OK. Voilà. Vraiment, j'aurais voulu rester avec vous, mais mon prochain rendez-vous encore sur les Zooms, c'est dans 15 minutes. Alors, je voudrais simplement dire ceci à nos étudiants. La vie d'étudiant, c'est un moment de la vie extraordinaire. Vous devez les prendre au sérieux, vous devez les chérir et vous devez vous investir à cette vie d'étudiant parce que si moi, j'ai réussi tout ce que j'ai réussi toute ma vie, c'est parce que pendant les années où j'ai passé en tant qu'étudiant, même si c'était en République démocratique du Congo, j'ai valorisé tout ce dont j'étais en train de choisir. Mes choix étaient ce que j'aime le plus, ok? Mes choix, j'étais prête à mourir pour ça. Et 27 ans plus tard, dans un pays étranger, ça m'a propulsé là où je suis. Donc, ne gaspillez pas votre vie d'étudiant. Utilisez-le, travaillez dur, soyez vraiment assidus à ce que vous êtes en train de faire. Si vous voulez venir à l'Université d'Édimbourg, essayez. Mais rappelez-vous, cette fois-ci, vous avez Déborah qui est là. Parce qu'avant, il n'y avait pas de Déborah. Alors, peut-être qu'il y aura plus de chances. Que Dieu vous bénisse tous. Merci. Merci Madame Déborah. Voilà. Donc, là, on va prendre Roch. Est-ce que tu es là, Roch? Oui, je suis là. Oui, vas-y.
Non, je n'avais pas demandé à poser de questions. Ah, j'ai vu ton nom dans la liste. OK, alors merci. Merci, Roch. Attendez, j'ai une question de Hermione. Et cette question, ce sera pour vous, Monsieur Jean. Hermione, il nous vient du Bénin. Il est aussi à Bomekala. Il est au Bénin là-bas. Hermione veut savoir quelle importance peuvent avoir les facteurs de l'âge et de l'expérience professionnelle acquise après la licence dans le processus de transition de la licence vers le master. Est-ce que ce sont des facteurs de réussite? Bien sûr, bon, l'âge pour moi, ben, c'est pas, je ne m'appesantis pas souvent beaucoup trop sur l'âge parce que on peut être jeune et ne pas avoir toute la motivation, comme on peut être suffisamment âgé et l'avoir une très grande motivation. Parce que l'âge pour moi, c'est juste un paramètre qu'il faut essayer de manager. Maintenant, en termes d'expérience, oui, l'expérience, est-ce que vous voulez faire master? C'est l'expérience. Le master aujourd'hui, il faut savoir innover. Et quand vous avez beaucoup d'expérience là, ça vous permet de bien innover et de savoir ce sur quoi. Aujourd'hui, on ne fait plus le master parce qu'on veut avoir le diplôme de master. Il faut faire le master pour résoudre un problème. Il faut faire le master pour imparter quelque chose. Alors, si vous avez beaucoup d'expérience après la licence, ça vous permet de bien choisir quel domaine de master vous voulez faire, quel type de master vous voulez faire. Donc, pour moi, c'est important. Mais cela ne veut pas dire que ceux qui n'ont pas fait d'expérience ne peuvent pas aussi faire un bon master. Mais c'est quand même un avantage, c'est quand même un plus quand après la licence, c'est dit, on a fait des expériences et qu'on peut capitaliser ces expériences-là pour pouvoir faire un master innovant, créatif pour la société. Merci beaucoup, monsieur Jean. Il y a quelqu'un d'autre qui veut aussi partager son expérience. Jean-Marc, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Oui, Jean-Marc, lui, il est aussi de RDC. Il nous vient de Arizona State University en Arizona. Vas-y. Bonjour, moi c'est Jean-Marc. Je suis étudiant ici aux États-Unis. Ça fait pratiquement 6 ans maintenant. Et plusieurs choses que j'ai vécues ont été mentionnées. Mais le plus important, c'est, je veux dire, de mon expérience, c'est connaître ses objectifs, en tout cas. Quand tu connais tes objectifs, quand tu vas étudier dans un pays étranger, je pense que tout est possible. Il y a beaucoup de challenges. La langue, premièrement. Il faut s'adapter. La langue, c'est un grand challenge. Mais s'adapter, c'est pas non plus compliqué. Et le plus important, c'est poser des questions. Poser des questions, c'est vraiment important dans ce genre de pays où quand tu connais pas la langue, quand tu connais pas beaucoup de gens, il faut poser des questions. Ça aide. Ça, c'est quelque chose qui m'a personnellement aidé. Et les recherches aussi sont importantes. Ça, c'est pratiquement mon expérience. Et je pense que tout a été mentionné, donc je n'ai pas trop à ajouter. Merci Jean-Marc. Il y a aussi Ziro Manana. Vous êtes là? Ziro Manana. Vous êtes sur mute là. Je ne sais pas si vous... Vous m'écoutez? Oui, on vous écoute. Allez-y. Ok, merci. Je suis Ziro Manana Bali Keketonné, un ancien DM Sénégal. C'est un plaisir d'avoir M. Jean Abdo là-bas. J'étais là quand il n'était pas encore là. Je suis aussi du Congo et actuellement je suis étudiant doctorant à l'Université de Naples Federico II en sciences mathématiques. Tout ce que j'ai aujourd'hui, je l'ai obtenu d'EMS et de Mastercard. Je pense que je n'ai pas assez de temps pour tout dire, pour tout témoigner, mais je voudrais quand même passer un mot à tous ces étudiants des pays francophones. Parfois,
on a beaucoup de difficultés de s'intégrer parce qu'on ne s'est pas bien préparé, comme c'était déjà dit. Parce que aussi, le grand problème, c'est que nos universités francophones sont un peu figées sur la langue. Il n'y a pas assez d'ouverture multiculturelle en termes linguistiques. On ne met pas beaucoup de programmes d'anglais dans des universités francophones, alors que maintenant en France, par exemple, on ne peut pas vous admettre à la Sorbonne si vous n'avez pas un TOEFL. Pourtant, c'est en France. Mais nous, dans nos pays francophones, on continue d'être toujours figé sur les Français au lieu de pouvoir s'ouvrir aujourd'hui à une possibilité de mixage français-anglais. Maintenant, pour le moment, un seul conseil que je peux donner à ceux qui veulent aller dans les systèmes anglophones, c'est déjà commencer à se préparer. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'outils que les autres n'ont pas. Il y a YouTube où on peut faire des leçons d'anglais gratuitement. Il y a des applications d'apprentissage des langues qui existent et qui sont gratuites. Bien sûr, il y en a qui sont payantes, mais on peut prendre les applications les moins chères et qui sont gratuites pour se préparer. Et après, on peut maintenant compétir. À ce moment-là, on maximise ses chances. Désolé, je ne vais pas monopoliser la parole. Merci. Oui, alors Dieudonné? Oui. Merci beaucoup. C'est un plaisir de retrouver un alumni de EMS Sénégal. Et j'espère que tu es actif dans le réseau de alumni EMS Sénégal. Il faut être actif parce qu'on a besoin de vos expériences pour dynamiser la nouvelle génération. Ah, vraiment, c'était un plaisir. La meilleure de toutes les expériences que j'ai jamais vécues, c'était au Sénégal. Le Sénégal. Merci beaucoup. C'était vraiment merveilleux. Merci beaucoup. Concernant la langue, je voudrais apporter, si Credo me permet, une clarification. Ce n'est pas parce que vous quittez un pays francophone pour un autre pays francophone pour faire votre master que vous allez éviter ce problème de langue. Beaucoup de professeurs qui interviennent dans le système LMD viennent des pays anglophones. C'est-à-dire que vous quittez un pays francophone pour aller faire votre master dans un pays francophone, mais le collège professoral n'est pas composé exclusivement de professeurs francophones. Il y a des professeurs qui sont des professeurs qui viennent des pays anglophones. Il y a des crédits qui sont donnés en anglais. Et la mobilité, aujourd'hui, qui est un critère pour le système LMD, cette mobilité t'envoie souvent dans des universités ou des pays où c'est l'anglais qui est la langue de base. Donc, que ce soit un étudiant francophone pour aller dans un pays francophone, la langue est aussi un critère de sélection, d'admission et de réussite. Il ne faut pas l'oublier et il faut y mettre un accent particulier. Merci. Merci, Monsieur Jean. Alors, on va juste prendre une dernière question et puis je vais donner la parole aux panélistes pour clôturer l'événement d'aujourd'hui avec un dernier mot. Alors, Espérant est déjà passé, mais il a encore une deuxième question. Espérant? Oui, monsieur, je suis là. Ouais, allez-y. OK, je voudrais savoir laquelle des bourses universitaires et gouvernementales et ou organisationnelles il faut considérer. Genre, si on sait qu'il y a des organisations qui octroient des bourses, des universités et des gouvernements aussi. Alors, parmi toutes ces bourses, lesquelles faut-il choisir, lesquelles vont plus nous avantager? Monsieur Jean, vous voulez prendre cette question ou bien Marie-Geneviève? Oui, la question elle n'est pas très précise parce que ce que je connais en termes de bourse, d'octroi de bourse, il y a des institutions internationales, il y a des gouvernements qui participent et cela c'est surtout comme on l'a martelé tout au long de l'émission, c'est les critères de compétitivité, les critères de mérite. Donc, privilégié, pour moi, ce n'est pas ça. C'est l'objectif que tu poursuis. Parce que, par exemple, le gouvernement du Bénin peut te donner une bourse. Si tu penses que la bourse là n'est pas dans ta vision, dans ta formation,
Donc, il n'y a pas question de privilégier ça. Ce que tu vas privilégier, à mon humble avis, c'est une bourse, que ça vienne de l'institution X ou du gouvernement Y. C'est la bourse là qui permet, n'est-ce pas, d'atteindre tes objectifs, d'avoir les résultats, n'est-ce pas, qui vont te permettre d'être là où tu veux être. Donc, pour moi, c'est comme ça qu'il faut privilégier les bourses. Merci. Je peux ajouter? Allô? Oui, allez, vas-y, Marie-Geneviève. Oui. Ouais, donc, concernant cette question-là, je voulais ajouter que pour les bourses, moi, personnellement, lorsque je faisais les applications, donc lorsque je vérifiais les informations, tout ce qui m'intéressait, tout ce que je regardais, c'est mon intérêt professionnel. Genre, je regardais donc, si c'est le programme que je vais suivre. Par exemple, moi, j'avais fait la biologie, mais je savais que je voudrais faire des recherches dans l'eau, dans la gestion de l'eau. Donc, c'est ça qui me motivait. Donc, c'est ça que je suivais. Donc, des fois, pour considérer les bourses, il faut suivre tes rêves. Il faut voir c'est quoi, qu'est-ce qui va m'aider à réaliser mon rêve d'être ingénieur encore, ou bien de faire ça. Quels sont les avantages? Donc, pour les bourses, des fois, il faut considérer les avantages professionnels. Il y a des personnes qui considèrent, j'avais des amis qui considéré quelques avantages financiers, disant, par exemple, pour les amis qui allaient en Chine, les autres disaient non, en Amérique, on donne beaucoup, mais des fois, il faut toujours suivre tes rêves, peu importe les conditions et aussi les critères. La dernière chose que je voulais ajouter, c'est à propos de la compétence. On se prépare, même dans les applications, il faut savoir se vendre, il faut savoir vendre tes compétences. Comme ça, pour que tu puisses avoir la bourse, parce que c'est vraiment compétitif. Merci Marie-Geneviève, Monsieur Jean. Alors, juste vu qu'on vraiment on est arrivé vers la fin, je vais donner le temps aux panélistes de nous faire un petit mot de clôture, donc un résumé de tout ce dont ils ont parlé. Et voilà, nous allons mettre fin à cet événement d'aujourd'hui. Marie-Geneviève, vu que c'est toi tu viens de parler, alors je vais te donner la parole pour faire un dernier mot. Pardon? Est-ce que tu peux juste dire un dernier mot avant pour la clôture? Oui, tout d'abord, merci beaucoup d'avoir organisé ça. C'est vraiment bon. L'interaction a été bonne. Et tout ce que je vais dire, c'est que je vais souhaiter la bonne chance à tout le monde qui transitionne vers une maîtrise. Donc, comme conseil, donc soyez positif lorsque vous faites vos transitions. Aussi, quand vous cherchez à vous développer professionnellement et personnellement, je dirais qu'il faut toujours avoir un système de sport. Le système de sport, c'est vos professeurs, c'est vos collègues qui ont déjà fait la maîtrise, qui ont déjà fait des programmes que vous faites. Donc, il faut toujours garder vos connexions professionnelles et valoriser ça. J'ai vu qu'il y a des programmes de mentorat. Discutez toujours avec vos mentors pour prendre des décisions, parce que des fois, certes, on n'est pas en mesure de prendre une bonne décision, mais quand on cherche un conseil chez quelqu'un qui a de l'expérience, ça nous guide dans notre parcours. Donc, comme conseil, cherchez toujours à avoir un bon système de sport. Merci. Merci Marie-Geneviève. Monsieur Jean Adoro, à vous la parole. Oui, merci beaucoup et merci à tout le monde. Merci à tous les intervenants. Merci à tous les panélistes, aux organisateurs, aux modérateurs. Je voudrais dire mon mot de fin par cette phrase
que j'ai récoltées des étudiants, en tout cas, j'ai résumé après avoir discuté avec tous les étudiants qui sont au centre AIMS présentement, et qui se résume à quoi? Mieux un étudiant qui entend aller étudier ailleurs, autre que son pays d'origine, s'adapte à son milieu d'accueil, meilleures sont ses chances de réussite et de diplomation. Et s'adapter à ce milieu d'accueil, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va relever les défis socioculturels, ça va relever les défis académiques, les défis financiers et les défis personnels. Et pour réussir ces défis, il faut savoir se préparer. Il faut aimer ce que l'on fait. Il faut croire en soi. Il faut croire en l'homme. Il faut croire au système. Il faut croire que là où l'autre n'a pas réussi, qu'on peut réussir. Il faut aussi être prudent que là où l'autre a réussi, qu'on peut échouer. Il faut toujours rester dans la zone dynamique. Il faut quitter cette zone de confort et aller dans la zone dynamique, ce qu'on appelle la zone de relever continuellement les défis. Mais il faut tout faire pour ne pas tomber dans la zone de panique. Se préparer, travailler au jour le jour, croire en son rêve, c'est pour moi la meilleure des choses qu'il faut avoir en tête et sur lesquelles il faut travailler à toutes les secondes, à toutes les minutes et tous les jours et tous les ans. Ce faisant, on se retrouve là où on veut être. Merci, merci, merci. Marie-Geneviève, Monsieur Jean, Madame Déborah qui est déjà partie. Mudashiru, le modérateur, la star de la journée, merci beaucoup à Abomey Calavi. Alors, encore une fois, je veux juste vous rappeler à tous, on en a parlé pour ceux qui étaient là au mois de janvier lors du tout premier événement francophone Baobab, qu'on était dans le processus de créer une plateforme Baobab en français. On est vraiment proche, on est vraiment à quelques semaines de la réalisation de ce grand projet. Et autre chose, c'est juste que voilà, on a les cours que nous avons actuellement en anglais. Nous sommes en train de les faire en français. Donc, pour le moment, comme j'ai dit au début de la séance, nous avons 10 cours déjà qui sont disponibles en français sur la plateforme. Donc, vous pouvez déjà accéder à ces cours-là. Et aussi pour ceux et celles qui se sont déjà enregistrés pour le programme de mentorat, il y a un webinaire spécifiquement pour vous ce mercredi, donc la semaine prochaine, ce mercredi. Je vous ai envoyé le lien. Si vous ne l'avez pas, envoyez-moi un email. Mais il y a un webinaire spécifiquement pour vous ce mercredi auquel nous vous demandons d'assister et de participer. Donc, encore une fois, merci aux panélistes, M. Jean Ado à partir du Sénégal, Marie-Geneviève à partir du Canada, Mme Déborah qui est partie à partir de l'Écosse, Mudashiru, le modérateur, à partir de Abomey Calavi au Bénin, M. Chest, qui est aussi un de nos boursiers camerounais à KNUST au Ghana, qui était la personne de tech aujourd'hui. Et merci à tous les intervenants ainsi que pour toutes les questions. J'ai envoyé le lien pour le AMA sur lequel vous pouvez continuer les questions sur la plateforme. Et en tout cas, merci. Je vois qu'il y a beaucoup qui demandent les contacts des panélistes. Dans les panélistes, si j'ai demandé à tout ce monde-là de m'envoyer un email, comme ça, si vous me donnez la permission, je peux leur donner vos emails, comme ça, ils pourront continuer la discussion. Donc, je vais juste mettre mon email là dans le chat, comme ça, vous m'envoyez ceux qui veulent les contacts des panélistes, vous m'envoyez un email et je vais vous envoyer leurs contacts. Donc, mon email est juste là. Alors, voilà. En tout cas, merci beaucoup à tout le monde. Je vous souhaite un très bon dimanche. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Mastercard Foundation et à tout ce que vous faites pour la jeunesse africaine. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup.